11e numéro de votre émission Tout savoir, amis internautes de Cortès Multimédia. Bonjour et bienvenue à vous. Je reçois ce jour pour vous sur ce plateau le docteur Awandobo Anita. Elle est médecin interniste et diabétologue. Elle nous fera découvrir de long en large ce que c'est que la maladie de l'obésité. Installez-vous confortablement, on se retrouve après cette petite pause. Docteur Awandobo Anita, bonjour. Bonjour à vous. Alors, sans plus tarder, dites-nous, qu'est-ce que l'obésité? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Pour moi, c'est une chance de partager et d'échanger autour de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que l'obésité est une maladie qui est très stigmatisante. La plupart du temps, les sujets obèses sont considérés comme des personnes paresseuses ou des personnes qui manquent de motivation. Et il est bon de faire remarquer que depuis peu, quand même, l'OMS a classé l'obésité comme une maladie chronique. Donc l'obésité est une maladie de la transition économique et c'est un véritable problème de santé publique de nos jours. Donc je vais rappeler rapidement quelques chiffres. On compte 10 à 25% de sujets obèses en Europe, jusqu'à 25% en Europe, en Amérique du Nord. Et en 2008, en Afrique, quand même, on compte près de 10% à 15% de sujets obèses. Donc, l'obésité, qu'est-ce que c'est? La définition est très simple. C'est une accumulation de graisse en excès et de répartition anormale. Et cette accumulation de graisse s'accompagne de complications délétères pour la santé. Donc, ce qui fait le nid de l'obésité, ce sont les complications qui vont avec. Quelles sont les causes de cette maladie? Les causes de l'obésité sont multifactorielles. Il ne s'agira pas d'un paludisme, par exemple, et au cours duquel nous savons que le paludisme est causé par un parasite qu'il faut éradiquer. Dans le cas de l'obésité, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, comme je le disais tantôt. On a un terrain de susceptibilité génétique. Les personnes qui vont développer l'obésité sont des personnes qui auront ce qu'on appelle des gènes de stockage. Si vous prenez l'exemple d'une famille avec 3 ou 4 enfants soumis au même régime alimentaire, aux mêmes activités sportives, au même environnement, vous vous rendrez compte que vous auriez un enfant sur les 4 qui développera de l'obésité. Et la conséquence en est qu'il existe forcément un gène qui favorise le stockage des graines. L'autre facteur favorisant également, c'est le mode de vie. Notre mode de vie aujourd'hui est très sédentaire. Nous travaillons devant des ordinateurs. Nous avons des transports passifs, c'est-à-dire que nous ne marchons plus pour aller au travail, par exemple. Nous avons des loisirs aussi très sédentaires, l'ordinateur, la télévision, l'Internet. Donc, il y a une diminution des activités physiques. L'autre chose aussi, c'est que notre métabolisme de base est différent d'un individu à un autre. Dans le cas de la personne obèse, la dépense énergétique de repos est très, très basse. Donc, à même quantité énergétique, à même consommation calorique, une personne obèse va prendre plus de kilos qu'une autre personne obèse ou qu'une personne mince. À côté de ça, il y a la teneur des aliments. Aujourd'hui, avec l'industrie alimentaire, dont le but est de vendre au maximum, il y a beaucoup de conservateurs dans les aliments, il y a beaucoup de sucre dans les aliments, beaucoup de gras dans les aliments. Et avec la modification du régime alimentaire, on rappelle que par exemple, dans le passé, au Bénin, le régime alimentaire, c'était surtout des céréales, des maniocs, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, on a un régime alimentaire type occidental, avec ce déséquilibre entre les apports caloriques et la diminution de l'activité physique. La balance énergétique devient positive. À côté de ça, on va rappeler qu'il y a des troubles du comportement alimentaire qui entrent également dans la genèse de l'obésité. Qu'est-ce qui va se passer chez la personne obèse? C'est des comportements type hyperphagique. On va manger beaucoup, on va manger rapidement et le comportement alimentaire va chercher à calmer la douleur que la personne obèse ressent, la culpabilité qu'elle a par rapport à l'image de la société, et cela va être vécu très, très douloureusement. Cela revient à dire que le facteur culturel aujourd'hui également doit être mis en évidence. Par exemple, les canons de beauté ne sont pas les mêmes en Occident qu'en Afrique. En Afrique, une personne en surpoids est une personne qui est perçue belle, une personne qui est perçue comme ayant une aisance financière. Donc, la perception de l'obésité ou du surpoids chez les femmes en Afrique
n'est pas la même que chez les femmes en milieu occidental. Ce que je veux dire, la représentation de l'image corporelle, si vous prenez une femme, une étude a été faite en Afrique du Sud, on s'est rendu compte que la représentation de l'image corporelle réelle est différente. Quand on demande à des femmes en surpoids, qu'est-ce que vous pensez de votre aspect physique, elles se trouvent complètement normales. Donc, il y a tous ces facteurs qui entrent en jeu et qui vont faire et créer un environnement obésogène et susciter la maladie dont nous parlons actuellement. En tant que médecin, dites-nous, comment diagnostiquer cette maladie? Le diagnostic de l'obésité est très simple, hein. Il se fait sur la base de l'IMC. C'est le rapport du poids sur la taille au carré. Donc, à partir de ça, on considère qu'une personne est obèse lorsque l'IMC, l'indice de masse corporelle, est supérieur à 30 kg par mètre carré. Donc, pour quelqu'un qui a un indice de masse corporelle entre 30 et 34,9, on parlera d'une obésité de classe 1. Lorsque l'indice de masse corporelle est entre 35 et 39,9, on parlera d'obésité de classe 2. Et lorsque l'IMC est supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré, on parlera dans ce cas d'obésité de classe 3. Il est très, très important de classifier l'obésité au moment du diagnostic. Pourquoi? Parce que cela aura complètement un impact sur la prise en charge thérapeutique plus tard de cette maladie-là. Il est important quand même de rappeler que cette définition a quelques limites néanmoins. Parce que si vous prenez quelqu'un qui pèse 80 kg, qui mesure 1,50 m ou 1,60 m et qui fait de la musculation, et vous prenez quelqu'un d'obèse de 80 kg qui mesure 1,60 m également, vous vous rendrez compte que ces deux personnes auront le même indice de masse corporelle, sauf que l'un n'a que du muscle et l'autre aura de la graisse. Donc cette définition de l'obésité en rapport avec l'IMC a quand même des limites qu'il est bon de savoir contourner. Et à l'issue de cette classification pour ce diagnostic et de cette classification pour terminer, on va distinguer une obésité qui est abdominale et qui est la plus grave et qui s'accompagne de beaucoup de complications cardiovasculaires, c'est-à-dire que cette graisse en excès va s'accumuler préférentiellement au niveau de l'abdomen. Et à côté de ça, on distinguera l'obésité gynoïde. Et c'est une obésité qui est dite féminine, que l'on voit régulièrement. C'est l'accumulation de la graisse au niveau du bas du corps, qui est plutôt recherchée en Afrique. Parce que les hommes aiment bien les femmes qui ont des rondeurs au bas du corps. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Anita Arwandobo. Elle est médecin interniste et diabétologue. Si vous avez des témoignages sur cette maladie, laissez-les en commentaire ou si vous désirez passer sur l'émission Tout savoir, contactez-nous au plus 229 99 15 18 18. Alors docteur, je reviens à vous. Dites-nous, quelles sont les complications de cette maladie? L'obésité elle-même était longtemps considérée comme un facteur de risque. Qu'est-ce qu'on sait qu'un facteur de risque? C'est une situation qui, lorsqu'elle est présente, s'accompagne d'un surrisque d'avoir une maladie. Donc, les complications de l'obésité sont multiples. La première, c'est les complications cardiovasculaires. Une personne obèse va souffrir d'hypertension artérielle, d'insuffisance coronarienne, va avoir des maladies veineuses thromboemboliques, donc des risques de thrombose, des œdèmes un peu partout à cause de la stase veineuse. D'autres complications, les complications sont vraiment multiples. Vous avez des complications psychologiques à type de dépression également. Les personnes qui sont obèses vont vous faire des complications mécaniques, de l'arthrose au niveau du genou, des douleurs lombaires, des douleurs vertébrales, de l'arthrose au niveau de la hanche. Et ce n'est pas tout. Vous avez des complications aussi sur la fertilité, une baisse de la fertilité, donc une hypofertilité, voire une infertilité, une baisse de la libido. Des complications chez la femme enceinte. L'obésité ne va pas accroître le risque, la fréquence de la césarienne, mais quand même va augmenter la fréquence de l'hypertension au cours de la grossesse et les déclenchements artificiels également. Et multiplie par 8 et 10 le risque de développer le diabète. Et j'en passe, hein, les complications sont fort nombreuses. Mais existe-t-il des prises en charge pour les personnes souffrant de l'obésité? Vous savez, l'obésité a un déséquilibre de la balance énergétique. Ce déséquilibre de la balance énergétique est dû à un excès d'apport par rapport à une diminution de l'activité physique. Et tout ça est sous-tendu par un terrain de susceptibilité génétique. D'accord? Et quand il y a ce terrain de susceptibilité génétique, la première chose qu'il y a à faire, c'est
accompagner cette personne chez le diététicien pour rééquilibrer un peu les apports alimentaires. Ça, c'est la première chose à faire. L'autre chose aussi, c'est augmenter l'activité physique. Ce qu'on préconise, c'est 45 minutes à 60 minutes d'activité physique 3 fois par semaine, mais on se rend compte que c'est des objectifs quand même qui sont un peu élevés parce que du fait de l'inconfort, une personne obèse est une personne qui va avoir du mal à marcher, qui peut avoir des douleurs pour marcher et qui ne sera pas dans un environnement adapté. Donc, on voudrait quand même augmenter l'activité physique, le mouvement de la vie de tous les jours. Ça, c'est très important. À côté de ça aussi, il ne s'agira pas de faire un régime alimentaire frustrant, mais le régime alimentaire sera hypocalorique, diminuer les apports en lipides, diminuer les apports en graisse, diminuer les apports en sucre. Donc, tout cela revient à diminuer les apports, augmenter l'activité physique. D'accord? Dans certains cas, pour des gens qui ont des IMC autour de 30 ou de 25, ça, c'est des personnes en surpoids. Dans ce cas-là, accompagné de ces complications liées à l'obésité dont j'ai parlé, on peut proposer un traitement médicamenteux, l'Orlistat, d'accord, qui est commercialisé sous le nom de Zenical ou de Dali. C'est des comprimés dont je ne parlerai pas de la posologie là tout de suite, hein, d'accord. À côté de ça, vous avez des techniques chirurgicales. C'est pour l'obésité assez sévère, de classe 2 ou classe 3. Et là, vous avez plusieurs techniques. Vous avez l'anneau gastrique, qui est un anneau qui est mis au-dessus de l'estomac, qui réduit l'estomac. Donc, cet anneau sera placé au-dessus de l'estomac et qui est relié par un perfuseur jusqu'à la boîte d'injecteur qui est placée sous la peau abdominale, que le chirurgien va gonfler par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, cet anneau? Il va réduire l'estomac et le mettre sous forme d'un peu comme un sablier. Donc, au moment du repas, forcément, le sujet obèse va manger en petite quantité et les aliments vont passer beaucoup plus lentement. La conséquence directe sera que les repas seront plus longs, 45 minutes à 1 heure. Les repas seront fractionnés, 4 à 5 prises alimentaires par jour. Et également, les repas devront être mixés. Parce que si vous avez une petite poche au niveau de votre estomac et si vous mettez un gros morceau de viande, vous allez avoir de la douleur et ça va être difficile. Ce qui est bien avec cette technique-là, c'est qu'elle est réversible. Donc, on peut augmenter la taille de l'anneau ou diminuer la taille de l'anneau, etc. Et ça n'expose pas à des carences alimentaires. Vous avez l'autre technique, c'est la sleeve. On coupe l'estomac, 2/3 de l'estomac, surtout au niveau des cellules qui sécrètent de la gréline. La gréline, c'est une hormone qui stimule l'alimentation. C'est une hormone qui fera que vous allez manger beaucoup. Donc, quand on coupe les 2/3 de l'estomac sera sous forme de manchon. L'inconvénient derrière ça, c'est qu'il y aura une malabsorption, il y aura beaucoup de carences et c'est une chirurgie qui est définitive. Elle n'est pas réversible. Mais elle s'accompagne d'une perte de poids assez conséquente de 40 à 60% de la perte de poids, ce qui suffirait déjà à réduire fortement les complications liées à l'obésité. La dernière technique, c'est le bypass. Le bypass sert à faire un court-circuit entre l'estomac et l'intestin. Et ce qui fait que les aliments ne seront pas absorbés. Par conséquent, cela expose à des risques de carence en vitamines et revoir un peu son alimentation, éviter tout ce qui est trop sucré parce que l'ingestion de produits trop sucrés va exposer à ce qu'on appelle un dumping syndrome, qui sont des malaises et des désagréments qui arrivent. Donc, toutes ces techniques, quand même, existent. Elles sont chères. On peut y avoir accès ici au Bénin même. Donc, il est important de retenir que l'obésité est une maladie. Cela veut dire qu'il faut avoir recours aux professionnels de la santé qui vont vous proposer une prise en charge multidisciplinaire avec des diététiciens, avec une activité sportive et tous les autres médecins qui devront prendre en charge les complications liées à l'obésité dont nous avons parlé. Et pour finir, un petit message à l'endroit des internautes ou des personnes souffrant de cette maladie. L'obésité est une vraie maladie qui doit être prise en charge par des praticiens et des médecins chevronnés. La perte de poids doit être progressive. Il n'y a pas lieu de faire un régime hypocalorique. Et rappelez rapidement que l'obésité est liée à une susceptibilité génétique. Donc, on a des gènes de stockage qui feront qu'on va stocker de la graisse un peu plus que d'autres personnes et que l'obésité est également liée à l'environnement, à ce que vous consommez
au mode de vie, etc. Par conséquent, en jouant sur l'apport alimentaire et l'activité physique, en réduisant tout ce qui est alimentation obésogène, on devrait pouvoir arriver à une réduction du poids, à une amélioration de la qualité de vie, de l'espérance de vie. Eh bien, terminus, nous sommes à la fin de ce 11e numéro de votre émission Tout savoir. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris beaucoup de ce que c'est que la maladie de l'obésité et que vous savez désormais quoi faire pour échapper à ce mal. Si vous avez des questions, des suggestions ou des préoccupations, merci de nous les notifier en commentaire et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour sauver d'autres personnes souffrantes de cette maladie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro sur Tout savoir.